Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce village de quelques 518 habitants, c'est ça à peu près? 530? Ouais. Il y a autant d'hommes que de femmes, hein, c'est bien, hein, il y a la parité à peu près. Ça arrive rarement, mais bon, c'est comme ça. Un petit village où est né un grand ingénieur, Pierre-Joseph Laurent, ingénieur hydraulicien, et que je vous conseille de venir découvrir, en tout cas le village. Si c'est la première fois que vous venez, quand on vient et qu'il fait noir, on ne voit pas trop grand-chose, mais c'est vraiment un très très beau village qui nous accueille donc ce soir pour la diffusion de Gazastrophe, documentaire de Samir Abdallah, qui aurait dû être là avec nous, mais qui vous prie d'excuser. Il est notamment sur une campagne dont vous voyez les affiches ici, les visages de Gaza, on aura l'occasion d'en reparler. Donc bienvenue à toutes et tous, et avant de commencer, je voudrais, Claude, s'il te plaît, que nous accueillons ensemble pour cette soirée organisée par les unions locales Maubeuge et Olmo-Ipri pour la CGT, la Ligue des droits de l'homme et l'association France-Palestine Solidarité. Donnez donc la parole à Claude Dupont, maire de Boussières. Merci. Bien. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Boussières-sur-Sambre. Et je suis surtout très heureux d'avoir été sollicité pour passer ce film. Très heureux qu'on m'ait demandé de venir passer ce film à Boussières-sur-Sambre. Alors, moi j'ai une petite histoire avec la Palestine, puisque en 97 j'étais déjà là, et en 97 j'ai accueilli des Palestiniens à Boussières. J'ai été le premier à les accueillir. À l'époque, ils étaient venus voir ce qui se passait dans la Sambre, surtout au niveau de l'assainissement. Et nous avons présenté tout ce qui se faisait aussi au niveau assainissement, puisque j'étais, moi, vice-président du CIPS à l'époque, le regretté CIPS. Ça ne se passait pas comme maintenant, malheureusement. Aujourd'hui, la Palestine souffre. Et moi aussi, je souffre. Je souffre avec eux. Parce que quand on voit tout ce qui se passe là-bas, on voit que les extrémistes font très mal en Palestine. Ce sont les extrémistes qui font très très mal. Netanyahou, je suis désolé, mais c'est un personnage qui ne mériterait pas d'être président d'une ville, enfin d'un pays comme l'Israël. Alors aujourd'hui, j'espère que ça va s'arrêter, qu'on va retrouver la paix, qu'on va retrouver la paix dans le monde. Je crois que c'est ce que tout le monde souhaite, qu'il y ait la paix partout. Donc merci à vous tous, et puis passez une agréable soirée en visionnant ce film. Du documentaire en lui-même que nous allons voir. Gazastrophe, c'est un documentaire qui donne la parole aux premiers concernés. En fait, après 2009 et l'opération Plomb durci, Samir Abdallah est allé à Gaza, il a planté sa caméra, et en fait, ce sont les habitants de Gaza qui témoignent de leur vie, de tous les jours, que nous allons voir dans un instant. Ce documentaire a été primé, comme vous le voyez. Il a obtenu le Grand Prix France Télévisions du meilleur documentaire au Festival international du documentaire et du reportage méditerranéen de Marseille, le prix du jury Festival international du film d'histoire de Pessac et le prix du jury des jeunes journalistes catégorie documentaire. Il y a deux versions en fait de ce documentaire. Il y en a une de 52 minutes que nous allons voir ce soir, et il y en a une autre au cinéma qui est diffusée dans certains cinémas, qui fait 1h32 minutes. C'est la même chose, sauf qu'il est raccourci par rapport au témoignage. On a choisi avec les camarades de la CGT, la Ligue des droits de l'homme et l'association France-Palestine, cette version-là de 52 minutes, parce que ça nous permet aussi de débattre ensemble, ce que nous ferons évidemment avec plaisir. Bien, c'est toujours difficile de prendre la parole, d'autant qu'on a pris une mauvaise nouvelle. Vous vous souvenez de l'accompagnateur qui travaille pour le comité des réfugiés de l'ONU, tout au début, qui disait « j'ai pas peur de la mort ». On a appris il y a 4 jours qu'il vient de mourir. C'est lui, Khawad El-Khawaded, qui était l'accompagnateur. Il est mort d'une crise cardiaque parce qu'il habitait à Khan Younes, qui est bombardé en ce moment, et il n'a pas pu être soigné. Et donc on l'a rajouté dans la campagne Gaza des visages, pas que des nombres, parce qu'on en parle peu à la télévision, et quand on en parle, ce ne sont que des chiffres. Ces êtres-là sont des êtres humains comme vous et moi. Et donc il y a une campagne internationale, l'opération Gaza des visages, campagne pour réhumaniser les Palestiniens lorsque les médias mainstream n'en font que des nombres. gazadesvisages.com, et vous en avez ici quelques-uns sur les carreaux. Et on a fait un choix pour vous en montrer 3. Omar Fares, musicien. On a aussi
le docteur Bara Abou Elias, et puis Hélène et Céline qui sont là. Ce sont donc des visages. C'est une campagne internationale à laquelle participe Samir Abdallah, le réalisateur. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Vous retrouverez ça sur Internet. Et c'est important de donner des noms à celles et ceux qui meurent sous les bombardements à Gaza depuis maintenant 2 mois. Mais on peut remonter à il y a 75 ans, puisque les Palestiniens ont vécu une époque très importante qu'ils gardent dans la mémoire, qui s'appelle la Nakba, la catastrophe. Et on a dépassé aujourd'hui en chiffres de déplacés et de morts ce qui s'est passé en 1948, après la création de l'État d'Israël. Concernant le débat, on vous dira ensuite comment ça se passe, mais je voudrais vous préciser tout de suite que nous avons un photographe, donc qui est là quelque part dans la salle, qui prend des photos, il est là-bas. Et nous avons aussi Lelli, qui est là pour filmer. Salut le photographe, il nous fait coucou. Lelli qui est là pour filmer. Et bien entendu, comme on se connaît tous, ce qui est important, c'est de laisser des traces aussi de ce que nous faisons. Donc ce sera filmé, y compris dans les débats. Si toutefois, vous ne voulez pas apparaître à l'écran, vous nous dites, il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas, Lelli, merci beaucoup d'être là pour le média MGL France. Voilà, merci beaucoup. Et donc on va enclencher le visionnage. Ça dure 52 minutes. Et ensuite, on passera au débat. هذا المشهد وهذه الجرائم حتى لا تختفي. هذه عبارة عن قرائن وأدلة تدل على مدى الإجرام من قبل قوات الاحتلال. خلال تقريبا 7 دقائق كان مضروب كل قطاع غزة بالطيران. حجي كانت عندي حامل رايح بيت ومرتي واولاد صغار، يعني احنا مسلمين. طخت 3 بنات صغار وطخت امي. طيارة F-16 تضرب ثوان واحد ما صارش في التاريخ العسكري. هذه مين؟ هذه أنا. أنتِ؟ وأنا قاعدة بصحب. تبكيش؟ يا ما متناش من الصواريخ، متنا من البطاطا. خذوا دمي صفوه من شراييني، خذوا عقلي الحقوني بالمجانين، وأعيش في الدنيا شريدا وأهيم في الدنيا شريدا، ولا أبيع شبرا من فلسطين، ولا أبيع شبرا من فلسطين. Bien, merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. On va y aller très tranquillement pour débattre entre nous, pour que vous puissiez un peu vous remettre de vos émotions. Mohamed, tu viens? Bien. Après, ce sera bien, Mohamed. Mohamed Bouznan, qui est le responsable du collectif de la diaspora algérienne des Hauts-de-France. Et l'Algérie et la Palestine, c'est lié. Hein. Je rappelle juste que l'État de Palestine a été décrété en tout cas par Yasser Arafat en 1988 à Alger. Alors, le film, tu ne le connaissais pas, et je te sens un peu ému. Je suis ému, je le suis depuis... c'est vrai que la question palestinienne, elle est en nous depuis très longtemps. Hein. Je dis nous, les humanistes, tous les humanistes que nous sommes. Mais c'est vrai que depuis 2 mois, je pense que beaucoup d'entre nous, quand on regarde les images, certains éteignent leur télé, mais quand on regarde les images, ça nous empêche de dormir, tout simplement. On se réveille, on fait des insomnies, on a du mal, parce que justement, on ne peut pas regarder ces images-là en étant homme, femme, normalement constitués, et repartir le lendemain, normaux, voilà, comme si on n'avait rien vu, comme si on... Non, c'est pas possible.
Nous nous opposons pas à Israël pour nous opposer à Israël, nous nous opposons à Israël parce que c'est un des derniers bastions du colonialisme, mais du colonialisme brutal, de l'apartheid, du racisme, tel que, j'allais dire, on l'a combattu dans beaucoup de pays. Et c'est ces éléments-là qu'on combat par rapport à Israël. Hein. On a tendance à oublier souvent et à nous faire oublier que c'est une entité, Israël, on utilise, c'est une entité qui se démarque aujourd'hui des pays démocratiques tels qu'on veut le faire. On veut faire croire qu'Israël est un pays démocratique. Démocratique pour qui? C'est-à-dire si effectivement la démocratie n'intègre pas l'ensemble du peuple et qu'elle ne se bat pas avec les armes démocratiques, ben, ce n'est pas un pays démocratique. Personnellement, je considère que moi qui suis allé dans beaucoup de pays en conflit, hein, je peux vous le dire que j'ai un peu de bouteille, hein, l'Algérie d'ailleurs, dont tu parles, on a connu quand même 300 000 morts dans une guerre civile terrible. J'ai assisté quand même à quelques... ici en Europe, hein, je suis allé au Kosovo quand il y avait quand même la guerre du Kosovo en 99, et ce sont des situations qui nous marquent à vie. Aujourd'hui, quand on se bat par rapport à ce pays, c'est par rapport à la colonisation, à la répression, à l'oppression d'un peuple et au massacre que nous vivons là aujourd'hui au quotidien. Donc rien d'autre n'est dans nos têtes. Nous n'avons rien contre ni... J'entendais le monsieur qui disait ouais, il ne faut pas accepter la notion de guerre de civilisation qu'on veut nous mettre ici, la guerre contre des religions. Nous, 99,99% des musulmans n'ont rien contre les juifs. Hein. Il n'y a aucun, bien sûr qu'on veut tous vivre en paix. Et on veut nous faire croire qu'il y a une opposition. Mais ce n'est pas vrai. Qu'il y ait quelques malades mentaux qui puissent penser qu'être juif, il faut les tuer, ou réciproquement. Hein. Le racisme en France est essentiellement tourné contre les musulmans. Hein. C'est essentiellement les populations musulmanes qui subissent le racisme systémique depuis la jeunesse jusqu'à toujours. D'ailleurs, en France, on pourrait en parler. Donc, un élément fondamental, ce n'est pas une question de religion, c'est bien une question d'oppression. Merci beaucoup, Mohamed. Il y avait quelqu'un qui avait demandé la parole là-bas, donc il y a des micros qui se promènent. Jean-Paul, vas-y. Non, je ne sais pas si j'ai une parole très autorisée, mais en tout cas par rapport à la personne qui vient d'intervenir. Mais bon, ça nous concerne tous, pas dans la mesure où les questions de la paix, forcément, c'est pas sans incidence sur notre vie, y compris même nous qui sommes éloignés des théâtres de conflits, comme on vient de le voir. Et je crois que le film, il laisse pas, franchement, il laisse sans voix, quoi. On a du mal à intervenir après la projection d'un film comme celui-là. Et puis, mais je pense en même temps qu'il faut quelquefois ouvrir les plaies, hein, momentanément, pour pouvoir les refermer ou espérer les refermer un jour définitivement. Bon, ça fait 75 ans que ça dure, cette histoire, dans cette région du monde. Bon, quand ça va s'arrêter, quoi. Alors, à mon avis, ça ne peut s'arrêter que si les citoyens s'en emparent aussi, si on fout la pression sur nos gouvernements pour qu'enfin il y ait des décisions au niveau international qui soient respectées. Hein, ensuite, je pense que l'indignation, elle ne peut pas être qu'en sens unique aussi. Hein, on l'a dit, il y a des hommes de paix en Israël comme en Palestine. Et je crois qu'il faut être sacrément solide pour aujourd'hui, quand on voit ça, continuer à se battre pour la paix, quoi. Hein, des deux côtés, hein, je parle. Hein. Netanyahou, il était parfaitement au courant de l'attaque qui a été menée par le Hamas. Bon, moi, je pense que ça a été le prétexte. Je crois qu'il y a... comme d'ailleurs Golda Meir avait pu avoir été informé en 73, hein, par les services israéliens, par les services égyptiens. Je pense que Il y a des jeunes, hein, il faut le rappeler, en 1973. Ouais, mais moi je l'ai connu quand même. Hein, je m'en souviens. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'en 1973, il y avait des guerres d'équipement. Ouais, voilà. Donc, et je pense que 50 ans après, rebelote, quoi. Et je pense que si derrière, je me demande s'il n'y a pas une connivence quelque part
quelque part, s'il n'y a pas une connivence, ça les arrange bien tous les deux, et puis on règle pas la question de fond, quoi, en fait. En faisant comme ça, peut-être. En tout cas, je me pose la question. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Netanyahou a fait rentrer des extrémistes religieux dans son gouvernement, et ça, tout le monde le sait. Et tout le monde savait aussi que Netanyahou et d'autres, en tout cas, ont freiné des cas de fer, parce qu'il y a une date importante aussi, c'est 1993, les accords d'Oslo, où pour la première fois, on demande à l'occupé de s'assurer de garantir la sécurité de l'occupant, et ça aussi, c'est important. On a tous été heureux parce qu'on criait Aleha, Gaza, Jéricho, Gaza, etc. Mais en fait, derrière, il y a eu quand même des gens comme Netanyahou et d'autres qui ont freiné des cas de fer. Et il y a eu l'assassinat aussi de Yitzhak Rabin. Bien, Saïd, s'il te plaît. Merci beaucoup. Saïd qui nous vient de juste à côté, pas loin. Saïd, merci en tout cas d'être là. D'habitude, tu mets un kéfier, n'hésite pas. Si tu n'as pas trouvé, il n'y en a plus. Ben, on a été dévalisé. Il y a tellement de. Mais le stand est encore ouvert. Il y aura du za'atar, mais pas de gazouz ni de cacahuètes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Pas de cacahuètes ni de boissons sucrées. Saïd, le film. Très émouvant. Voilà. Que dire sur la politique de Netanyahou? Voilà. Celui qui veut nous faire comprendre que qui est l'oppresseur, qui est l'opprimé, on en a un peu marre aujourd'hui. Je voudrais poser une question à M. le maire. Je suis quelqu'un de très sensible, c'est dans ma nature, j'ai été éduqué comme ça. Mes parents m'ont enseigné ça et ça ne changera jamais et à vie. Donc si aujourd'hui, ma question c'est, aujourd'hui quand on veut défendre la Palestine, quand on voit ce qu'on voit, c'est une réalité en fait. Moi, comme a dit le monsieur, je suis meurtri tous les jours. Je vais dormir, je vais coucher, mais je suis malheureux tous les jours parce que je suis quelqu'un de très sensible. Ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est de voir le mutisme des Occidentaux, des musulmans aussi, parce que j'en suis un. Je ne suis pas fier. Je suis fier d'être musulman, mais je ne suis pas fier de voir le mutisme de tous ces pays musulmans qui entourent la Palestine. Au-delà de ça, je suis né en France, je suis français. On nous a inculqué une démocratie, une laïcité. Je veux bien, j'ai cautionné. Surtout, en fait, je suis fonctionnaire. Aujourd'hui, mon message, c'est pourquoi je n'ai pas le droit de parler, en fait. C'est ça, en fait, mon message, c'est pourquoi, quand on veut défendre la Palestine, quand on veut manifester, il y a toujours des droits de veto. On le voit sur les réseaux sociaux. On est antisémite. J'ai jamais été antisémite. Par contre, je serai toujours antisioniste. Ça, c'est une règle. C'est clair, c'est net. Je ne dérogerai jamais là-dessus. De par mes origines, de par ce que je vois, il y a en Palestine, il n'y a pas qu'en Palestine. Je veux dire que des malheurs, il y en a partout. Les réfugiés ne sont pas qu'ukrainiens. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les réfugiés n'ont été qu'ukrainiens quand, je veux dire, les gens qui souffrent, ils souffrent partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire à l'État français, pourquoi ce droit de veto sur la Palestine? On n'a pas le droit de manifester, c'est des amendes, c'est des ceci sur les réseaux sociaux. On est fiché, on est bloqué, on est interdit de passer des vidéos, mais je ne sais pas, mais à un moment donné, je voudrais dire, que fait l'État français? Pourquoi il défend cette politique de Netanyahou, de tout ça, en fait? C'était juste ce message. Merci beaucoup, Saïd. Vraiment, merci. Je sais que tu ne représentes pas l'État, mais la question qui a été posée, je nous la rappelle collectivement, c'est qu'est-ce que font les autorités, on va dire ça comme ça. Et c'est important ce que je vais dire là, je parle à un gaulliste. Et on a toutes et tous entendu le discours de Dominique de Villepin. Je n'ai pas de parti pris, hein, je suis carté nulle part, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est clair. Mais de Villepin, on a retrouvé le de Villepin de la guerre d'Irak. Et ça fait écho. Je t'en prie. Donc, moi, je ne suis pas un représentant du gouvernement, loin de là. Rassurez-vous, je ne suis pas macroniste. Donc aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a plus de politique étrangère au gouvernement. Il n'y en a plus du tout. On ne respecte plus rien. Aujourd'hui, on vit, comme beaucoup d'élus aujourd'hui, on vit pour gagner sa vie. Je vous le dis, parce que je le ressens. Moi, ça fait 28 ans, un peu plus de 28 ans que je suis élu maire. On voit ce qui se passe tout autour de nous. Et quand on voit ce qui se passe au niveau national et international, c'est quand même une catastrophe. Et Dominique de Villepin, j'ai écouté un petit peu ce qu'il disait. Il disait pourquoi on ne se met pas autour d'une table? Pourquoi on ne discute pas? Pourquoi on n'essaie pas de se rassembler? Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas raciste du tout. Tout le monde le sait d'ailleurs.
ça se saurait plus amplement, puisque j'ai une femme qui n'est pas française. Donc voilà, aujourd'hui, je crois qu'on a tous intérêt à se battre, et je félicite la CGT d'avoir organisé cette soirée. Je les félicite parce qu'il aurait fallu que tout le monde s'approprie ça, que tout le monde puisse dire, allez, on va organiser un truc, on va essayer de se battre pour la Palestine. Ces malheureux Palestiniens que l'on a vus aujourd'hui dans ce film, quand même, c'est destructif. Aujourd'hui, quand on voit qu'on détruit toutes les maisons, toutes les habitations, qu'on tue des gens, qu'on tue des hommes, des femmes, des civils, des enfants, franchement, c'est choquant. Pour moi, c'est choquant. Donc moi, j'ai toujours été un peu hors course en politique. J'ai toujours fait le contraire de ce qu'on me demandait. Depuis le début, c'est comme ça, mais c'est la vérité, tout le monde le sait. Je suis pour la paix, mais je suis aussi pour l'humanisme. Je suis aussi pour le respect des hommes. Donc le respect des hommes, c'est à tous les niveaux. Que ce soit aujourd'hui entre Didier et moi, par exemple, mais que ce soit aussi au niveau international. Si on ne se respecte pas, on n'y arrivera jamais. Et un autre exemple, puisque j'ai appelé mon école Pierre Perret, c'est Pierre Perret qui est venu l'organiser. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre Perret? Mélangez-vous. Mélangez-vous. Eh oui, aujourd'hui, c'est ça qui doit se passer. En dépit de toutes les religions, de tout ce qui peut se passer, mais aujourd'hui, on est tous humains, on est tous des êtres humains, et on doit se respecter. Et je pense que la Palestine doit être respectée, et qu'on doit se battre pour la paix en Palestine. Moi, à mon petit niveau, je suis maire d'une commune de 530 habitants. Alors, vous pensez bien que je ne vais pas pouvoir aller loin, mais malgré tout, si je peux apporter mon petit centime à l'édifice, eh ben, je le ferai. Voilà, merci à vous. Merci Claude, vraiment, merci beaucoup. Parce que c'est bien aussi que les gens voient qu'il s'adresse à eux. Tu me rappelles ton prénom? Jamaletti. Alors bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voudrais dire que ce film-là, en fait, il est très triste. Moi, je suis vraiment ému. Mais par contre, quand je vois la salle et les visages qui sont devant moi, en fait, ça me réjouit. Ça me réjouit dans le sens où je ne m'attendais pas à ce qu'il y a autant de personnes, d'une part, parce que j'ai eu la nouvelle sur les réseaux aujourd'hui, personnellement. D'autre part, il y a des personnes d'environ et d'horizons différents. Et ça, justement, c'est ce qui me plaît, parce que ça montre que, en fait, le combat pour la justice, le combat pour l'humanité, en fait, c'est pas un combat qu'on va mener chacun de son côté. En fait, c'est un combat qui nous regarde tous. Et je pense que chacun à son échelle, on doit justement combattre justement pour plus de justice, pour plus d'humanité. J'ai été interpellé, je pense que vous aussi, par le discours à la fin de ce monsieur qu'on pourrait appeler le poète, je ne sais pas comment il s'appelle. C'était une sorte de poète, et en langue arabe, c'est encore plus fort, et on avait les sous-titres. Mais il nous interpellait en fait sur le fait il a interpellé les États dans lesquels nous vivons, les États d'Occident, pour savoir, voilà, on a inventé les droits de l'homme, etc., la déclaration des droits de l'homme. Il a interpellé surtout Obama, qui quelques temps plus tard a eu le prix Nobel de la paix. Tout à fait. Donc il a interpellé plusieurs personnes, dont Obama, avec l'Amérique, mais il a aussi parlé des États d'Occident. Et en fait, moi, j'ai été interpellé, et je pense qu'il a interpellé chacun d'entre nous, dans le sens où, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, comment nous, à notre échelle, eh bien, on pourrait lutter pour plus de solidarité humaine dans nos achats, dans nos orientations, dans les médias que nous choisissons, dans notre force financière. Parce qu'on se pose la question aujourd'hui, comment on peut soutenir justement cette humanité? Moi, je me pose encore la question, j'ai quelques pistes d'orientation, j'espère qu'on se pose tous la question, et j'espère qu'on ne va pas être uniquement dans l'émotion. Alors ce soir, on va parler de la Palestine, on a regardé un film qui nous a tenus, qui a été saisissant, mais combien de temps ça va tenir? Parce que demain, après-demain, on va encore y penser, alors on va chacun retourner à nos quotidiens, c'est normal. Normal, moi le premier. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Est-ce qu'on va juste rentrer chez nous et se dire on a vu un film, ça m'a pris, etc. Ou est-ce qu'on va changer quelques habitudes? Est-ce qu'on va se rapprocher les uns des autres? Est-ce qu'on va changer d'opinion ou de préjugés? Parce qu'on en a tous. C'est ma question de ce soir. Merci à tous. Merci Jamaleddine pour ce témoignage. Tu peux rendre le micro. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je voudrais quand même, parce que vous avez vu les Palestiniens, et là, je vous propose de rencontrer mon ami, Sidi Nabil, qui est palestinien, qui est docteur en histoire.
Et je voudrais que tu nous donnes ton témoignage en français, en arabe, comme tu veux, on traduira si besoin, mais le film, j'allais te dire, tu n'as pas besoin de voir le film, toi, tu as vu la réalité. Dis-nous un peu, on fait quoi, nous, en tant qu'occidentaux ici? Comment on peut aider la Palestine? Bonsoir à tout le monde. Déjà, je suis un Palestinien qui est né en Palestine, 1954, à Al-Aboub, un camp côté Bethléem où Jésus-Christ est né, 5 km de Bethléem, 11 km de Hébron. Et mes parents ont été chassés de la Palestine 48. Après, en 67, on a été chassés de camp de l'Arabe jusqu'à la Jordanie. Donc, la moitié de ma famille était immigrée 2 fois. Parce que ma mère, elle est restée en Palestine, mon père, il est parti en Jordanie, nous, on est parti avec lui. Donc, on vit malheureusement le Nakba, comme on dit, ou le catastrophe, jusqu'à maintenant. Ça fait 75 ans. Alors, tout le monde, maintenant, on a ciblé la date 7 octobre. 7 octobre, parce que Hamas, il a fait une opération contre l'armée israélienne, la population israélienne. Mais malheureusement, la date n'est pas 7 octobre. La date, elle est depuis 48. Le seul État au monde qui était fondé sur la décision de l'ONU, c'est Israël. 181. Et malheureusement, l'État palestinien n'a pas été réclamé. À ce moment-là, depuis cette date jusqu'à maintenant, le peuple palestinien, toujours, elle souffre. L'image, elle parle d'elle-même. Donc, malheureusement, ce qui se passe maintenant, c'est une punition totale pour le peuple palestinien, pour le problème palestinien, pour tout ce qui est palestinien. Elles veulent gommer les Palestiniens de l'histoire. Moi, tout le monde le sait, Israël était fondé en 1948. Après, il y a la guerre de 1967. Là, au milieu 67. Après, ils ont pris toute la Palestine en 67 et le Sinaï, le autour de Golan, et jusqu'à maintenant. Donc, le Sinaï a été rendu à l'Égypte parce qu'il y a un accord entre l'Égypte et Israël. On dit, malheureusement, à cette époque-là, l'Égypte est sortie de conflit. Donc, ils ont acheté l'Égypte, si on peut dire. Ce qui se passe maintenant en Palestine, vraiment, c'est lamentable pour l'humanité. Parce qu'on est en train de voir des enfants massacrés, des femmes massacrées, tuées. On n'arrive pas à venir en aide pour les gens blessés. Ils sont en train de tuer le cadre médical, que ce soit médecin, que ce soit infirmière. Ils n'ont pas le droit d'importer même des médicaments, même de quoi à manger. Ils veulent même interdire l'eau potable. On vit dans quel monde? Là, on demande une justice, mais malheureusement, la justice ne vient pas des États. La justice, elle peut venir de nous, en tant que des êtres humains. Je suis ravi de vous parce que vous êtes venus témoigner que vous êtes des êtres humains. Vraiment, ça me soulage. J'ai dit, l'humanité, on a un avenir devant nous. Peut-être cet avenir, il est en train de se former. Peut-être on va chanter demain, vive la Palestine, comme vive la France et le français. Et merci beaucoup. Puisqu'on a une seule boussole, et je parle sous le contrôle de mes camarades de la CGT et de la FPS, c'est la question du droit, et notamment du droit international. Alain Ventroy est avec nous, de la Ligue des droits de l'homme, groupe de Tourcoing, juriste en plus. Alors, ce droit international, c'est ce qu'on a vu dans le film, tout le monde s'en fout, ou il y a encore moyen de s'y accrocher, Alain, si tu veux bien. Le juriste que tu es, tu peux bien sûr nous parler du film et de nous donner tes ressentis par rapport à ce film-là, mais je voudrais que tu nous parles du droit international,
dont on nous parle, avec lequel on a grandi, comme disait Saïd, les valeurs de la République, etc. Comment on fait, nous, pour vivre avec ça, sachant qu'on ne le voit pas finalement autour de nous, ou si peu? Merci pour cette question bien compliquée et à laquelle il n'est pas possible de répondre en quelques minutes, mais je vais essayer quand même de donner quelques éléments. Le droit international, il fait partie de tout ça. Il y a notamment toutes les résolutions de l'ONU dont on parle régulièrement. Et Israël ne respecte pas. Il y a plus de 105 et donc, Israël ne respecte pas. Voilà. Donc, le droit est là et sa mise en œuvre sur le plan formel est là. Mais le problème, c'est l'application sur le terrain. Et donc là, on voit, on rejoint ce que disaient les uns les autres, les problèmes de volonté politique et cette difficulté à appréhender la question du fait colonial, quelque part. Hein, les combats, si on retrouve autant de gens avec des origines différentes, etc., qui se sentent concernés par ça, je pense qu'on retrouve une thématique qui est la même thématique et on retrouve les mêmes personnes qu'on retrouvait dans les années 50 et 60 sur justement la question du fait colonial. Aujourd'hui, la question n'est pas des outils juridiques qui existent, c'est de la volonté politique de mettre en œuvre. Et on voit bien qu'au niveau de l'ONU, au Conseil de sécurité, c'est pas évident de bloquer les choses. Donc, donner des éléments précis, c'est compliqué. Les choses nouvelles qui bougent depuis quelques années, mais qui ont quand même du mal à bouger, c'est au niveau de la Cour pénale internationale, les enquêtes sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité, sur certains organismes. Alors ça avait été un débat entre nous au moment de la préparation de cette soirée sur la question du génocide, puisqu'en fait elle est définie vraiment très précisément et il y a l'ONU parle de génocide. Alors l'ONU parle de génocide et aujourd'hui des organisations comme la FIDH, donc la Fédération internationale des droits de l'homme, auquel la Ligue des droits de l'homme appartient, en parle également. Et donc il y a un moment où si on n'arrive pas à s'entendre sur le plan politique, il y a un tour pénal, un tour juridique mais différent, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui sont à l'origine de ce qui se passe soient mises en cause d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on réclame. Le droit ne peut s'entendre que s'il est appliqué à tous. Et là, le sentiment qu'on est un certain nombre à avoir, c'est que le droit ne s'applique pas de la même façon selon qu'on est l'un ou l'autre. Deux poids, deux mesures. Voilà. Donc, c'est un problème. Nous, à la Ligue des droits de l'homme, on est aussi très soucieux, ça a été rappelé tout à l'heure, à maintenir l'équilibre dans nos combats et à se méfier de toutes les dérives qui pourraient aller vers l'antisémitisme. Tout ce qui est tout ce qui parle de ce côté-là, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Alors que la Ligue des droits de l'homme a été créée suite à l'affaire Dreyfus. Suite à l'affaire Dreyfus. Donc comment peut-on vous accuser d'antisémitisme? Non, mais en tout cas, comment ce risque-là peut être... Mais justement, on doit continuer à se battre et l'essence de l'affaire Dreyfus, pour ceux qui... Je crois que personne n'était né à l'époque. C'était en 1894, un petit capitaine juif qui avait été condamné pour trahison. Et en fait, ce qui était dit globalement, c'était pourquoi on va se mêler de ça? Parce qu'en fait, ça se passe dans l'armée. Donc, c'est un truc qui touche ce qu'on appelait la raison d'État. On ne voyait pas en quoi les citoyens allaient se mêler de cette affaire-là. Et puis bon, c'était un petit capitaine juif et les Français étaient bien antisémites quand même à l'époque. Et à un moment, il y a des personnes, et c'était l'origine de la Ligue, il y a des personnes qui ont dit, mais juif ou pas juif, c'est pas la question. Si on veut défendre des droits, il faut que ces droits soient défendus pour tous,
partout, tout le temps. Et la Ligue s'est constituée contre l'État. Et oui, et alors la Ligue a défendu d'abord sur ce principe-là le capitaine Dreyfus, en précisant bien qu'il n'y a pas de raison d'État qui tienne. Et après ça, elle s'est dit, mais si on en a défendu un, mais notre principe, il ne peut être universel que si vraiment on va défendre tout le monde de la même façon, tous ceux qui sont dans ce type de situation. Donc ce combat est bien évidemment un combat qui nous concerne, mais dans nos combats, on protège toujours celui qui est opprimé et on va défendre ses droits, mais jamais contre les droits d'un autre. Mais bon, cela dit, comme on le disait, il y a quand même 2 poids 2 mesures dans l'application du droit actuellement, et pas de miracle du côté du droit, si ce n'est qu'on constate ce renforcement de la réflexion autour de la Cour pénale internationale, etc., et que là, il y a sûrement un champ sur lequel il faut se battre, et il faut que nos politiques dans nos pays ici prennent leurs responsabilités et mettent des individus devant leurs responsabilités pour que cette chose-là s'arrête. Merci beaucoup, Alain. Allez, Stalem. Bonsoir à tous. Moi, j'avais une question par rapport au droit. Savoir qu'est-ce qui va en être pour les franco-israéliens qui sont engagés chez Tsahal et qui est parti pour le génocide. On va bien savoir, poser la question à un juriste, savoir s'ils vont être poursuivis pour participation à des crimes de guerre, etc. C'est bien de savoir, parce que pour ce qui était de gens qui partaient comme ça en Syrie, etc., voilà, là, ils savaient ce qu'ils savaient quoi faire, etc. Et là, apparemment, il y a pas mal de franco-israéliens qui sont chez Tsahal et qui combattent à Gaza, comme le reportage qu'on a vu. Et moi, je trouve que ça, c'est scandaleux. Pour un pays qui se dit la justice pour tous, etc. On ne commet pas de crimes de guerre, etc. Donc, c'est bien de s'y pencher parce qu'il y en a beaucoup qui sont les réseaux sociaux, etc. Vas-y, on s'engage, etc. Et là-dessus, merci beaucoup. On prie un petit peu pour que la plainte par Gilles Devers qui a été déposée, je crois, à Lyon. Mais bon, pour une fois, on va peut-être finir par se faire traiter d'antisémite, et puis ça va tomber à l'eau. Question très claire. Merci beaucoup en tout cas. Quid des franco-israéliens partis se battre dans l'armée de Tsahal. Et après, on a ici aussi, juste depuis tout à l'heure, lève la main. Je vous donne la parole, je vous en prie. Bonjour, alors, moi, je suis un camarade d'Alain, en fait. Je suis Philippe. Je suis aussi à la lutte des droits de l'homme, à la Fédération du Nord. Donc vraiment, merci. Parce que ça fait plaisir de voir autant de monde. Merci à Monsieur le maire. Je trouve ça très très bien et très rassurant globalement, en fait, que les gens en France se préoccupent de ce qui se passe, en fait, et veulent réfléchir là-dessus et prendre le temps justement de mieux comprendre et surtout sur la question du droit. Je pense que par rapport à la question que vous venez de poser, il y a une revendication de la Ligue qui est le fait qu'il y ait une enquête du tribunal international, en fait, des enquêteurs qui soient dépêchés sur place, qui puissent faire la lumière en fait sur les crimes de guerre qui ont été commis depuis longtemps. On a vu l'utilisation du phosphore, on a vu là, depuis le 7 octobre, des hôpitaux ciblés, des populations civiles qui sont ciblées. Ça, c'est autant d'éléments en fait, qui requièrent, et c'est ce que demande la Ligue des droits de l'homme, qu'une enquête soit menée. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et ça, c'est une condition première. Et on est, nous, en soutien de ça, et on souhaite que la population en France, en fait, revendique aussi ça. Indépendamment, qu'on soit franco-israélien, pas franco-israélien, je veux dire, ça, c'est à la limite, c'est pas la question. La question, c'est quelles sont les responsabilités, comment, en fait, faire en sorte que les gens qui ont commis un certain nombre d'exactions, en fait, soient effectivement, en fait, présentés devant les tribunaux. C'est extrêmement important. Je voudrais rapidement revenir sur la question du droit de la liberté d'expression. Effectivement, il y a des départements en France, à Nice, où les préfets interdisent les manifestations. Je crois qu'on en est au 7e recours à Nice, en fait, par la Ligue des droits de l'homme, pour contester l'interdiction faite par le préfet d'organisation de manifester en soutien à la Palestine. On a un préfet qui est ce qu'il est. Je ne vais certainement pas lui faire de la pub, mais on a au moins la possibilité. À Lille, il y a encore une manifestation demain. En fait, hein, donc ça, ces éléments-là,
la FPS est là, en fait, hein, plein d'autres organisations sont là. Partout où on peut, voilà, pacifiquement exprimer son angoisse par rapport à ce qui se passe, bah, là où on peut le faire, faisons-le. En fait, hein. Ça, c'est un élément extrêmement important et que personne qui prend position sur cette question, quels que soient les partis pris qu'il peut avoir, en fait, ne soit taxé d'être antisémite ou voilà, qu'on ne se jette pas déjà, nous, ici, entre nous, des insultes de ce type quand on essaie de comprendre et de parler, en fait, de cette situation. Tout dernier point, ce qu'on a fait dans les 15 jours qui ont suivi, en fait, hein, le 7 octobre à Lille, c'est qu'on a invité pour une conférence débat un type extraordinaire, un monsieur qui s'appelle Henri Laurens, qui est un des meilleurs spécialistes qu'on ait au monde sur l'histoire de la Palestine. Et je pense que ça aussi, pour qu'on prenne le temps de comprendre, prendre ce temps de lire, hein, de se renseigner, de s'informer. C'est pour ça que je trouve que ce film, c'est super, parce que c'est une des manières aussi de comprendre cette réalité-là. Hein, et ça, c'est... Merci encore, c'est vraiment une super idée. Pour remercier surtout les camarades. Jeune homme, bienvenue. Il est beau ton kéfir, tu vois. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Jihad. Oui. N'ayez pas peur, hein, Jihad, ça. Non, je vais commencer par là. Tu fais exprès aussi. Non, c'est mon point d'entrée. C'est mon point d'entrée. Alors, quand même, on explique. Jihad en arabe, ça veut dire l'effort. D'accord? Voilà, je fais l'effort de. Je suis un moudjahid, n'ayez pas peur. Voilà. Voilà, c'est d'abord, en premier lieu, l'effort sur soi-même pour lutter contre son ego et ses propres pulsions. Cela dit, on t'écoute, tu viens d'où? Je viens de Lille, du coup. Je suis franco-palestinien. J'ai été appelé Jihad parce que, en fait, tout simplement, mon père, qui est fort attaché à la Palestine, de par sa natalité, de par aussi son attachement au Fatah. Et du coup, Jihad, ça vient de Abu Jihad, qui est un des fondateurs du Fatah, avec Yasser Arafat et Abu Jihad aussi, qui sont les trois fondateurs du Fatah. Et mon père m'a appelé Jihad pour cette raison-là. C'est un beau prénom. Merci. Du coup, je connais aussi Nabil, avec qui justement on vient de Lille et qui est palestinien, tout comme moi, sauf qu'il a eu la chance d'être né là-bas. Pas pour mon cas malheureusement, mais fier d'être français. Je voulais d'abord essayer de répondre à certaines choses que j'ai pu entendre. On peut déjà commencer par les actions qu'on peut faire, qu'on peut mener. On en a parlé, il y a aussi les actions de boycott, le fait de boycotter certaines entités qui aident l'État israélien à nous bombarder, comme Carrefour, comme Puma, qui sont solidaires d'Israël, comme HP aussi, McDonald's, AXA, HP qui aident pas mal pour espionner les Palestiniens, justement. Je voulais aussi répondre aussi sur le fait que la manifestation est aussi utile, le fait de partager la cause palestinienne à certaines personnes qui ne connaissent pas la cause. On m'a plusieurs fois dit, mais ça sert à quoi de manifester? Déjà, faire connaître la cause. Déjà, la faire connaître à ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'en France, malheureusement, le conflit israélo-palestinien, on l'aborde, moi, de mémoire, on l'aborde dans un cours d'histoire géo en première, on l'aborde pendant 1 ou 2 cours, et médiatiquement, c'est un sujet qu'on aborde de moins en moins. On en a parlé par rapport à la liberté d'expression, etc. Je voulais aussi revenir sur le type de ce conflit. J'entends beaucoup dire que c'est un conflit religieux. Ce n'est pas un conflit religieux. Il faut savoir qu'avant 1948, les 3 religions monothéistes vivaient en Palestine. Les musulmans, les juifs et les chrétiens. Yasser Arafat lui-même avait demandé un État palestinien où vivaient les 3 religions monothéistes. Donc les Palestiniens n'ont jamais été dans l'exclusion de la religion juive. Par rapport à ça, et justement c'est ce qu'on veut nous faire dire, alors que non, on n'est pas antisémite, on est antisioniste. La plupart des Palestiniens le sont.
parce qu'effectivement, on a vécu la Nakba quand moi, ma famille était de Haïfa et qui se retrouve à Gaza, et je pense à ma grand-mère qui malheureusement a vécu toutes ces étapes-là, qui est morte du coup par aussi des problématiques de soins à Gaza, où justement les soins nécessaires ne sont pas ouverts justement à cette région-là. Du coup, il faut, et c'est important de le dire, que c'est un conflit qui est pas un conflit religieux. La preuve étant née aussi qu'il y a des juifs qui sont pro-palestiniens. Donc, je ne vois pas en quoi on devrait être antisémite. Et je voulais revenir aussi sur un propos qu'avait dit Monsieur Nabil, c'est que la guerre n'a pas commencé le 7 octobre. La guerre, voilà, on a l'opération Pont-Turcy, ça c'était avant le 7 octobre. Les Palestiniens ont toujours voulu et préconisé la paix. C'est Yasser Arafat qui disait à l'ONU, je suis venu avec un rameau d'olivier à la main et avec une arme de résistance à l'autre main. Ne faites pas tomber ce rameau d'olivier parce que ça symbolise la paix. Et malheureusement, cet espoir de paix devient de plus en plus compliqué à voir, à déterminer. Et Djihad, quand on voit cette carte-là, est-ce que tu penses sincèrement que 2 États c'est possible? Non. Sincèrement. Non, sincèrement non. Pourquoi? Parce que surtout la dernière partie. Je vais en revenir. Tu peux monter sur scène si tu veux. Je vais en revenir. Mais en fait, à chaque fois, en fait, on nous colonise d'année en année depuis les accords d'Oslo. Donc nous, on avait espoir de la paix. On avait espoir d'avoir 2 États qui vivaient côte à côte. Malheureusement, aujourd'hui, on voit ce qui reste. Il reste la bande de Gaza et il reste la Cisjordanie. La Cisjordanie, entre guillemets, parce que les Israéliens continuent de coloniser. Parce qu'il faut savoir que dans cette région-là, le Hamas n'existe pas. Et pourtant, il y a des morts palestiniens. Et pourtant, il y a des colonisations qui se font de jour en jour. Et je voudrais préciser, si tu veux bien, parce qu'il faut qu'on soit clair avec cette question du Hamas. Un sondage a été fait hier. Il a été fait par une agence arabe en Palestine, internationale, mais qui a fait le sondage en Palestine. 2 résultats. Le peuple gazaoui soutient le Hamas à 47%. Et en Cisjordanie, là où le Hamas n'existe pas, plus de 68%. Ça, c'est factuel. Voilà. C'est pour ça que, comme tu parlais du Hamas, j'ai voulu préciser cela. Et c'est important de le dire parce qu'on entend des chiffres, même sur les morts, on entend 15 000, 20 000, on nous dit oui, mais ce sont des chiffres du Hamas. Personne n'est encore allé voir sous les décombres. C'est-à-dire que quand tout ça s'arrêtera, le plus vite possible, on verra combien d'enfants, de femmes et d'hommes seront sous les décombres. Effectivement, et il faut savoir aussi surtout que la population qui est en Cisjordanie, qui est principalement du Fatah, du parti du Fatah, des sympathisants du Fatah, ont longtemps eu espoir pour cette paix. Et le problème, ça a été les interlocuteurs qu'on avait en face. Quand on a Netanyahou qui ne reconnaît même pas l'État palestinien, comment on peut envisager une situation de paix, une situation à 2 États? Quand la France ne reconnaît pas l'État palestinien, la France même ne reconnaît pas l'État palestinien, qui aujourd'hui demande, qui aujourd'hui préconise et voudrait l'État palestinien. Mais la même personne qui est Macron, en 2017, dit que c'était en 2017 ou en 2019, lorsque Trump a mis l'ambassade à Jérusalem, l'ambassade américaine, voilà, et du coup il y a eu des tensions, et on lui a posé la question, est-ce qu'il faudrait 2 États? Il a dit non, c'est pas à l'ordre du jour, etc., etc. Donc maintenant, c'est bien facile de dire qu'il faudrait une solution à 2 États, mais sur quelle base? Sur quelle base? Surtout, moi je ne suis pas sûr qu'on soit légitime, nous Français, à dire nous voulons 2 États, nous voulons un État. Je pense qu'il faut d'abord demander aux Palestiniens. C'est pour ça que je te pose la question. Oui. Clairement, là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est inenvisageable. Et je reprends aussi, parce que c'est un propos important,
quand il y a eu le partage de la Palestine en deux, les seuls qui n'ont pas été sollicités, c'est les Palestiniens eux-mêmes. On ne nous a pas demandé notre opinion, notre avis. C'est-à-dire qu'en 1948, il y a eu les pays arabes, etc. Mais les Palestiniens n'étaient pas représentés. Donc, aujourd'hui, en fait, on est là et on subit chaque jour l'occupation. Chaque jour, on nous prend nos terres en Cisjordanie. Il faut savoir aussi qu'à Gaza, ils ont retrouvé aussi des ressources comme le gaz, etc., qui intéressent aussi Israël. Il y a aussi des plans d'expulsion des Gazaouis vers le Sinaï. Et du coup, c'est aussi des opportunités que Israël envisage pour les Palestiniens qui sont à Gaza. Donc, comment parler de la solution à deux États quand on essaye déjà de nous sortir de nos terres? Donc voilà. Et merci beaucoup. Juste une dernière note d'espoir. Excusez-moi. J'espère juste, parce que tout à l'heure on a abordé le point de qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce que justement on rentre chez nous et on reprend une vie normale, même après le cessez-le-feu, même après on va dire une période de trêve plus ou moins longue à Gaza. Moi j'ai peur personnellement. J'ai peur parce que là on a eu Gazastrophe, on pourrait avoir Gazastrophe 2, et j'ai peur que dans 5 ans il y ait un Gazastrophe 3. Et moi j'ai espoir que on arrive à résoudre ce conflit de manière pacifique, mais il faut des interlocuteurs en face qui soient aussi pacifiques. Ouais. Merci beaucoup pour ces propos. Et on va laisser la secrétaire générale de l'Union locale de la CGT de Maubeuge, Isabelle. Bonsoir. Alors déjà, dans un premier temps, moi je suis ravie de voir qu'il y ait eu autant de personnes, 105 personnes exactement, qui soient venues aujourd'hui, surtout dans un village. On pourra nous reprocher peut-être de ne pas l'avoir fait dans une grande ville, mais il aurait peut-être fallu que les mairies répondent présentes, ce qui n'a pas été le cas, donc je balance quand même. Faut le dire. Quand il y a des appels qui sont faits et qu'il y en a qu'un qui répond, enfin en tout cas qui dégaine très vite, forcément, les autres n'ont plus qu'à se taire. Pour l'espoir, faut dire. Alors pour l'espoir, moi j'ai un espoir quand même, parce que l'exemple anglais actuellement, c'est les chefs, les représentants religieux de toute confession qui se sont unis, solidaires, en faveur de la paix en Palestine. Et moi, je trouve ça fait du bien, parce qu'actuellement, c'est vrai que la guerre en Palestine, elle se résume, comme ça a été dit tout à l'heure, souvent, on le confond avec une guerre de religion. Bon, de toute façon, c'est souvent l'argument phare de toutes les guerres qu'il peut y avoir. Au Liban, c'était pareil, c'était les chrétiens contre les musulmans. Enfin, à chaque fois, on met un peu ça à la sauce de la religion. Là, de voir enfin plusieurs confessions, enfin plusieurs chefs religieux, moi je dis chefs religieux, mais enfin représentants religieux, qui s'unissent et qui appellent haut et fort la paix dans le monde, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Voilà, déjà ça c'est la première chose, et je trouve que c'est un bel espoir. Voilà. Et puis le combat n'est pas fini parce que forcément, oui, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a une projection de films, il y a des manifestations régulièrement sur l'île, mais évidemment ça ne va pas s'arrêter qu'à ça. Ça ne peut pas s'arrêter qu'à ça. On est obligé de continuer, d'en parler, de vulgariser quelque part, d'informer, de renseigner les personnes qui ne connaissent pas. Après, le matraquage médiatique est tel que forcément les gens sont frileux. Et il faut les réchauffer. Voilà, c'est tout. Pour passer le passe-plat. Merci Isabelle. Et on peut, quelque part, écrire
à son député écrire à son maire, lui demander qu'il agisse en faveur de la paix et de la justice en Palestine. Nabil? Tout simplement, en tant que Palestinien, et les Palestiniens toujours aiment bien la France, pour dire la vérité, parce que la France, elle est intervenue en 1982 en faveur de Yasser Arafat et les combattants palestiniens à Beyrouth. La marine nationale française a transporté Yasser Arafat et les combattants de Beyrouth jusqu'à Tunis. Deuxième chose, l'ancien président François Mitterrand, il a invité Yasser Arafat à Paris, 1989, je crois au mois de novembre. Et là, il a commencé le processus de paix avec Yasser Arafat. Yasser Arafat, il a dû prononcer le mot caduc. Le mot caduc, Yasser Arafat ne connaît pas le français, mais il était dicté lui comme quoi l'ancien char de la Palestine, caduc, ils veulent la paix avec Israël. Et la troisième chose, toujours, on a au sport dans la diplomatie française. En l'occurrence, de Villepin, vraiment un homme politique de premier rang. L'autre jour, il était interviewé par une journaliste, Apolline Malherbe. Il a dit, écoute, il faut sacrifier, Israël doit évacuer le territoire occupé, le colon doit partir et Jérusalem-Est. Et c'est ça, si on veut la paix. On souhaite que la diplomatie française reprend son chemin en avant. Donc, on a l'espoir. Merci. Merci. Donc, le retour au versaire de 1967. Il y a une pétition en ce moment sur quartier et Palestine, quartier en France et Palestine, parce qu'on se pose toujours la question de savoir pourquoi les quartiers sont avec la Palestine. Non, mais c'est important de dire, je me rappelle juste que les marcheurs de 1983, celles et ceux qui sont allés de Marseille à Paris, où on célèbre les 40 ans, avaient tous des kéfiers, même le père Christian Delorme, sauf que quand ils sont arrivés à l'Élysée, on leur a demandé de retirer le kéfier, mais ça, c'est une autre histoire. Alors Nasser, tu as une expo à nous proposer sur la marche pour l'égalité et contre le racisme, juste en quelques minutes. Oui, donc Place Publique a rejoint la coordination nationale des 40 ans de la marche, pour célébrer effectivement ces 40 ans de marche de jeunes qui se déplacent pour revendiquer des droits civiques, l'égalité de traitement dans l'ensemble des quartiers de France et de Navarre. Cette marche a eu lieu effectivement à 40 ans. Ces jeunes ont vieilli, la plupart sont à la retraite, mais ils continuent de marcher. Et donc, ils ne désespèrent pas non plus d'avoir une véritable égalité dans notre pays, hein, pour l'ensemble des habitants, quel que soit le territoire dans lequel ils vivent d'ailleurs. Et donc, cette expo est disponible aujourd'hui parce que je l'ai récupérée récemment et je compte effectivement, avec Place Publique, la faire tourner dans les écoles, dans les quartiers, dans les médiathèques. Là où on me demandera de la fixer, je la fixerai. Hein, et on a donc des éléments support pour pouvoir en parler. Voilà, comme quoi les combats durent. On a évoqué effectivement cette guerre israélo-palestinienne qui dure depuis 75 ans. Mais le schéma, il est simple. Il y a un occupant, il y a un occupé. Il y a des résolutions des Nations Unies qui ont été prises depuis maintenant 75 ans. Hein. Il y a un plan de partage qui a été fait également depuis 48. Ce qui me gêne, moi, en tant que citoyen, c'est de dire, mais c'est effarant. C'est une catastrophe ou une catastrophe permanente. Et quand ça dure comme ça, quand on est un enfant, qu'on est dans un endroit, un territoire où c'est la guerre, comment on grandit dans ce champ? Aujourd'hui, on atteint 70 jours de bombardement intensif. Et c'est pas juste quelques coups de mitraillette, c'est des bombardements qui tombent sur un territoire avec des populations civiles. Moi, j'ai pas vu d'armée. Le Hamas, c'est pas une armée, c'est un mouvement de résistance. Et c'est ça qui est effarant, c'est qu'on nous habitue, de manière inconsciente, à être des spectateurs et constater des dégâts énormes. Et donc, ça, je dirais, ça prive notre humanité. Et effectivement, on ne dort pas tranquille. On ne peut pas dormir tranquille si la justice n'est pas faite. Voilà. Un débat dont, Nadia, je voudrais que tu nous dises quelques mots. Un débat sur les discriminations. Je sais que tu t'y attendais pas, mais c'est pas grave. Nadia, s'il te plaît, parle-nous du débat que tu organises avec les collèges sur la question des discriminations le 19 décembre. C'est bien ça? Attends, viens, s'il te plaît. Voilà, un micro. Nadia Megadem, mesdames et messieurs. Alors, Nadia,
il y a un débat, parce qu'on parle d'égalité de traitement, il y a un débat sur la question des discriminations, et puis c'est un sujet que tu travailles depuis quelques temps maintenant, et là, ça se passe au collège. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous, Chara va parler un peu du film, puisque je suis venue en cours de route, et vous dire que je suis très émue. Alors moi, à la différence des autres, c'est que moi, je m'abreuve de toutes ces images, parce que je ne veux surtout pas tomber dans l'oubli et l'indifférence. Donc il est important que des moments comme celui de ce soir soient répétés et soient, j'ai envie de dire, inscrits dans le marbre tant que les conflits dureront. Ce qui me désole aujourd'hui, sincèrement, et je vous le dis vraiment avec beaucoup à la fois d'humanité, et je parle avec mon cœur, c'est qu'au moment où on se parle, il y a encore des enfants qui meurent, il y a encore des mamans qui enterrent des enfants, et ça me déchire le cœur. Je parlais encore ce matin avec un toubib, et je lui rappelais quand même que des femmes faisaient des césariennes sans anesthésie. Toutes les femmes qui sont ici se rappellent des accouchements, se rappellent des contractions, et Dieu sait que quand on fait une césarienne, on s'en souvient toute sa vie. Je suis aussi élue parce que je me dis, on devrait être tous là, les élus, on devrait tous être debout. Ceux qui ne te connaissent pas, tu es élue. Oui, je suis élue sur présidente à l'agglomération. logement et à l'intercommunalité. Et je me dis, là où je me réjouis aussi, c'est de voir toute cette diversité. Ça veut dire que ça touche effectivement tout le monde, mais à partir du moment où on touche l'humanité, ça doit toucher tout le monde. Et moi, je remercie vraiment tous les gens qui sont venus ce soir. Je remercie Moussa pour cette belle initiative et la CGT. Je ne suis pas très syndicat, mais finalement, je me dis qu'on en a besoin. Ça fait plaisir. Vous avez vu, un miracle, celui de Noël, le miracle de Noël. Ah, les syndicats, c'est bien, c'est quand ils sont pas... Vous êtes enregistrés. Oui, non, mais c'est quand même bien les syndicats, pas quand ils sont sur son dos. Mais... Voilà. Alors, revenir sur la journée du mardi 19, effectivement, j'ai souhaité qu'on puisse... Alors, c'est pas réellement le sujet des discriminations, parce que cette porte d'entrée, elle fait toujours peur, et encore aujourd'hui, puisqu'on travaille depuis 2015, ça fait encore peur, et c'est un sujet qui est tabou. Donc, on parle plutôt de l'égalité femmes-hommes, filles-garçons, et j'ai vraiment voulu... j'ai souhaité qu'on puisse parler de la République. Ici, alors que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, on parle de tout. Hein. On fait la saucisse, on fait de la kermesse, on fait tout, et jamais la République. Jamais cette devise qui nous réunit, qui fait que nous sommes tous ensemble ce soir, et qui fera que tous ensemble nous serons le mardi 19. Si vous le souhaitez, vous êtes tous invités. Il y aura un débat avec M. Khalid Amdani, qui est donc le président de l'association Éthique et Diversité sur Paris, et qui va surtout nous parler de tout ce qui nous unit, en fait. Et on nous parle toujours de nos différences, mais on ne nous parle pas de nos ressemblances. Nous sommes tous des hommes, nous avons tous un cœur, nous sommes tous conçus de la même façon, quel que soit ce que nous sommes. En tout cas, nous sommes des hommes et des femmes. Donc moi, vraiment, je remercie cette initiative, et on parlera de la République, faire en sorte aussi que nos jeunes puissent aussi avoir ce sentiment d'appartenance. On est chez nous, tous ici, quel que soit d'où on vient, l'origine, la culture. Nous sommes tous chez nous, parce qu'en ce moment, on entend beaucoup. Certains sont pas chez eux et d'autres le sont. Moi, je me sens chez moi, je suis française, d'origine, certes, je pense que ça se voit, je ne pourrais jamais le cacher, même si je faisais teinture blonde, je pense que vous le verriez. Et donc voilà, je ne m'en cache pas, c'est ma fierté, c'est mon patrimoine, c'est mon histoire. Donc voilà, en tout cas, merci à vous. Donc mardi 19, au collège Jules Verne à 18h30. Venez nombreux, parce que parler de la République, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, tous ceux qui l'aiment, cette République. Merci. Ah bon, oui, merci beaucoup. On va terminer maintenant dans un instant avec Khadija. J'aimerais qu'elle clôt ce débat et cette rencontre. Mais avant cela, Khadija, donc, qui va nous présenter la FPS, l'Association France-Palestine et Solidarité. Avant cela, alors, je peux vous dire, mesdames et messieurs, on va tous l'écouter religieusement. Vous savez pourquoi ? Il n'a rien dit du débat, et d'habitude, c'est le premier qui prend le micro, et après, il ne le lâche pas. Et je vous prie de me croire sincèrement, il a été très très bon, il a été sage, il a été Bruno Vasseur. En même temps, il y a une chose finalement qui aurait dû venir dans le débat, mais tu le dis à la fin, la question du regard de la CGT. Parce que la question qui se pose, qu'est-ce qu'elle fout la CGT là-dedans? Jean-Paul l'a dit. Il est fier d'appartenir à la CGT. Ça fait quand même 120 ans d'histoire. 120 ans d'histoire de combat de la CGT contre l'impérialisme, contre le fascisme,
contre le colonialisme. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est un peu ce que Bernard Thibault a dit au niveau de l'Organisation internationale du travail. Et il faut faire le lien parce que les gens ne le font pas à chaque fois. Quand on s'attaque aux droits d'un peuple, on s'attaque donc aux libertés. Et on s'attaque à la question sociale, aux conquêtes sociales que les peuples ont. C'est-à-dire, entre autres, l'importance aujourd'hui en France, je fais le lien, c'est qu'on s'attaque à des socles, le socle social, la sécurité sociale, les congés. On enferme même notre secrétaire d'union départementale syndicale, Jean-Paul Delescaux, pour apologie du terrorisme. Ça n'est pas pour rien. Au début, nous sommes aujourd'hui, alors après, je considère qu'on est en 39. On s'attaque aux libertés, aux droits des peuples, aux droits sociaux. Et c'est ça qui est dangereux. Aux droits des travailleurs. Aux droits des travailleurs, de tous les travailleurs d'ailleurs. On l'a avec la Ligue des droits de l'homme, on a toujours été avec les droits de l'homme historiquement. Il n'y a pas eu que l'affaire Dreyfus, il y a eu les fusillés pour l'exemple. 100 ans après, on est encore en train de se battre. Il y a eu dans la résistance avec la Ligue des droits de l'homme. Donc la question palestinienne a toujours été, et à une époque aussi la CGT, parce que les gens ne savent pas ça, c'est contre la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, la CGT a lutté contre la guerre du Vietnam, a financé l'aide à l'aide aux résistants Viet Cong. Il faut le savoir. Et pour la guerre d'Algérie aussi avec le FLN. Il faut le savoir. Ce sont des moments d'histoire qui ont été très importants avec des manifestations mondiales. Et ça, c'est important. Sinon, on n'aurait pas pu conquérir le Conseil national de la résistance et tout le programme social qui aujourd'hui est totalement remis en cause. Aujourd'hui, quand on emploie les mots, et après je sais que vous allez me serrer, mais on emploie des mauvais mots quand on emploie le mot aux terroristes. Pour moi, le Hamas, nous à la CGT, ce sont des intégristes fascistes, point terminé. Contre un gouvernement qui est pro-fascisant. On n'emploie plus les mots qu'il faut employer aujourd'hui. C'est clair. C'est ça le problème de fond. On n'emploie pas les mots justes qu'il faut pour troubler justement. On trouble la TD. J'en resterai là, hein, je te jure. Et c'est pour ça que Claude, elle venait de Somalie, Lily. Quand il parle de Pierre Péry, c'est pas pour rien. C'est juste là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je suis content que tu aies une entrevue de la CGT. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Eh bien, on les a réconciliés. Non, mais bon, c'était bon, Bisbee. Allez, pour conclure, Khadija, le stand de la FPS. Khadija qui est d'ici, mais qui est venu ici. Vas-y, je t'en prie. L'association France-Palestine Solidarité. Vas-y, ouais, tu peux. L'association France-Palestine Solidarité, donc cheville ouvrière, qui vous invite demain à une manifestation à Lille à 14h. Bien évidemment, il y aura aussi avec des droits de l'homme et puis les camarades de la CGT et d'autres organisations. Alors, ce stand, t'as presque plus rien à nous vendre là? Écoutez, très bien, je me présente Khadija. Donc, je suis originaire de Maubeuge et fière de venir ici sommétaire. Et depuis plusieurs années dans la métropole lilloise. Et aujourd'hui, je représente l'AFPS, qui est l'association France-Palestine Solidarité. C'est une association qui existe au niveau national, qui est une très jeune association. Elle n'a pas encore 120 ans, mais elle a 22 ans. Et elle existe au niveau national, elle a été créée en fait à l'origine, c'est en fait la fusion de deux associations, l'association palestinienne des médecins et une association qui s'appelle France-Palestine. En fait, c'est l'union de ces deux associations qui est née il y a 22 ans, donc l'association France-Palestine Solidarité. Et donc, alors, c'est une association qui maintenant a une centaine de groupes locaux, notamment dans le Pas-de-Calais. Et il y a des adhérents un peu partout dans la région, même sur Maubeuge, et je veux saluer Moussa et Sibi qui en font partie. Et l'association France-Palestine défend tout simplement le droit des Palestiniens avec des valeurs humanistes entendues et voilà, qui nous touchent effectivement tous à cœur, parce que c'est vraiment c'est ça qui ces valeurs humanistes qui font voilà, qui nous rejoignent tous au final. Et l'association France-Palestine travaille aussi avec des ONG, des militants israéliens aussi qui défendent la cause palestinienne. Et donc voilà, qui va défendre à tout niveau les droits des Palestiniens, que ce soit au niveau ici national, international, au niveau de l'Union européenne. Et donc elle se présente avec d'autres ONG dans plusieurs instants. Donc voilà, c'est la défense des droits des Palestiniens. Et c'est aussi, donc elle se mobilise sur plusieurs actions, des rassemblements, des projets concrets de développement à Gaza ou en Cisjordanie.
et aussi le soutien aussi aux paysans, aux travailleurs palestiniens. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi sur le stand des produits palestiniens comme de l'huile d'olive, des savons, de la nourriture qui est fabriquée là-bas en Palestine, des kéfiers qui sont en rupture de stock. Et donc voilà, donc moi je vous invite tout simplement à, c'est important, ça a été dit ici, c'est comment on peut justement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. On peut tous faire quelque chose à notre niveau. Le fait de s'informer, d'en parler autour de soi. Je dis, les repas de Noël vont être très animés cette année. Le fait voilà, de s'informer, déjà c'est important de voir, d'être témoin de ce qui se passe là-bas, à travers le documentaire par exemple, mais aussi d'autres sources d'informations. On verra aussi la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc je vous ai informé, partager l'information autour de soi. Il y a aussi des appels à boycott. Le boycott aussi est un moyen d'action. On l'a vu avec le Puma. Puma, c'est une campagne qui dure depuis 5 ans. Donc c'est le mouvement BDS à laquelle l'association France-Palestine adhère. Et donc aujourd'hui, il y a quand même des résultats, il y a des petites victoires. Et c'est ces petites victoires qui amèneront, on espère, la paix. La première chose, bien sûr, qu'on réclame tous, c'est un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Ça, c'est vraiment... voilà, c'est pas discutable, quoi. C'est terrible parce que c'est tellement horrible de voir ces massacres, ce qui ressemble clairement à un génocide. On est témoin de ça et voilà, on peut chacun à notre niveau manifester, se rassembler, donc informer, échanger, boycotter, acheter des produits palestiniens, mais aussi on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire agir, écrire aux prisonniers palestiniens. Participer, comme aujourd'hui, à une projection, un rassemblement, et on peut aller aussi plus loin, c'est-à-dire agir. Agir, vous pouvez aussi adhérer à des associations, vous pouvez faire des dons à des ONG. Voilà, il y a une panel de possibilités d'agir, et je vous invite tout simplement à faire, chacun peut faire à son niveau des petites choses. Même les enfants, mes enfants sont particulièrement aussi marqués, traumatisés par ce qui se passe, et chacun à son niveau. Quand on est responsable justement et qu'on se sent on est humain, on a envie tout simplement de faire des choses, d'agir à notre niveau. On espère que ça, et c'est ce qu'il faut avoir cet espoir, que ça bougera à notre niveau, à notre échelle, à notre département, à nos régions, au niveau national, au niveau européen et au niveau international, pour qu'enfin le peuple palestinien puisse vivre librement, en toute justice. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Vous reverrez ce débat puisqu'il a été filmé et on va juste échanger. Je prends ta caméra et je prends le micro. Non. Alors, Lévi, ça t'a fait quoi de filmer? Parce que toi, tu as fait juste comme ça, regarder, etc. Mais tu as aussi entendu. C'est pas la première fois que tu filmes. Tu travailles avec la CGT et d'autres organisations. Oui. Alors, bonjour à tous. Je suis plus à l'aise de l'autre côté, en fait. Mais voilà, je voulais déjà remercier. Merci Moussa d'avoir permis d'être là, d'avoir pu voir ce documentaire. J'aurais voulu aussi, beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont parlé de liberté d'expression, d'information. En fait, je veux qu'on ait une pensée aussi pour les confrères journalistes qui meurent tous les jours à Gaza. On est à 84 selon une organisation palestinienne aujourd'hui. Selon le Reporters sans frontières, on serait à 64, 22 plus, 22 moins, peu importe. En tout cas, il y a des gens qui meurent pour informer, il y a des gens en France qui ont été blessés aussi pour informer. Je fais partie de ces gens-là pour vous informer avec un vrai journalisme, avec un journalisme qui va respecter la charte de Munich, avec un journaliste qui ne va pas donner son avis. J'aime pas être de ce côté-ci parce que là, je suis en train de donner le mien. Et moi, je suis pour l'humain. Je suis pour l'humain, je me suis battue sur beaucoup de combats. On a dénoncé beaucoup de choses dans ce pays. Et il y en a encore énormément à dénoncer. Donc, une pensée, voilà. Je tenais vraiment à le dire pour les journalistes qui sont morts, qui meurent encore tous les jours, pour cette journaliste de CNN qui a eu le courage de passer la frontière sans escorte. Et pourquoi sans escorte? Parce qu'en fait, l'escorte, c'est une escorte israélienne. Et l'escorte israélienne filtre les images, empêche les journalistes de dire ce qui se passe vraiment en Palestine. Mais ça a été pareil avec l'Ukraine.
Et il y a beaucoup de journalistes donc, sur tous ces conflits qu'on n'écoute pas assez. Sortez des médias mainstream. Les médias mainstream sont des médias qui vous bourrent le crâne, qui vous font croire ce qu'ils ont envie de vous faire croire. Allez chercher l'information autrement. Ne venez pas forcément chez moi. On est beaucoup. Regardez ce genre de documentaire. Anne-Laure Bonnel aussi, qui est une documentaliste qui était sur le front ukrainien, depuis 2016, et qui a fait des documentaires choc. Maintenant, voilà, c'est ce journalisme qu'il faut soutenir et les confrères palestiniens qui meurent tous les jours pour vous donner cette information, pour vous donner les images que vous avez vues aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, Lévi. On vous dira où est-ce que vous verrez. On va travailler, Lévi va travailler sur le montage avec son équipe, le montage de ces débats. Il y aura d'autres rendez-vous. La FPS là-bas, le bar là-bas, la Ligue des droits de l'homme. Si vous voulez laisser vos coordonnées, je suis preneur. Attendez, comment ça va déjà? C'est moi qui dis que c'est. Ouais. Bon, c'était bien ou wesh? Non? Franchement, ça vous a plu? Allez, on termine en chanson. Un petit karaoké pour vous mettre de bonne humeur avant le bar. Ça vous va? Allez. Qu'est-ce qui vient chanter avec moi? Bien? Allez. J'avais besoin de rester l'histoire d'un amour. Je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour. Que moi, petit enfant, je voulais être heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix nous pour ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Et pourtant, bien des gens, on sent bien avec nous, et pourtant, bien des gens, ce sont bien à genoux, vous priez, oui, vous priez. Mais j'ai vu tous les jours, à la télévision, même le soir de Noël, des fusillés, tiens donc j'ai pleuré, oui, j'ai pleuré, dis-moi, mais c'est que non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Hey. Moi je pense à l'enfant. Entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas quitter cette zone-là. On ne regarde pas et pourtant. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, rien n'a changé.